Je voulais juste faire un petit panorama des expérimentations qu'on a effectuées dans le golfe de Gascogne, donc pour les chalutiers de fond, dans le cadre du projet Redresse. Donc la volonté, ce qu'on avait vu dans les ateliers de travail, c'est d'essayer de couvrir tout type de pêcherie, tout type de zone. Et du coup, on a fait de nombreux tests sur l'ensemble du golfe de Gascogne. Donc vous voyez sur la carte, chaque point représente un trait qui a été observé. 14 navires ont participé au test. On a fait plus de 350 traits qui ont été observés, donc avec un observateur à bord à chaque fois qui mesurait et pesait les poissons. Et donc ça fait 8900 données de poids, plus de 27 000 individus mesurés, et donc ce que je disais, 11 dispositifs testés, donc sur des navires qui vont de 10,50 m à plus de 20 mètres. Et on a testé différents dispositifs, à la fois pour le métier de la langoustine, en essayant d'améliorer la sélectivité vraiment sur la langoustine, et d'autres d'essayer de faire échapper le poisson quand on pêche de la langoustine. Et on a fait des tests sur le métier du poisson. Je ne vais pas représenter tous les dispositifs qu'on a testés ici, c'est sur le tableau. Par contre, c'est juste pour préciser qu'aujourd'hui, on va faire un zoom sur deux des dispositifs testés. Le T90 en 70 mm d'une part, sachant qu'on l'a aussi testé sur le métier du poisson en 100 mm, et on a deux patrons ici là au premier rang qui ont fait ces tests sur le 100 mm. Et d'autre part, on va présenter des tests faits sur le gorget à maille carrée, sur la pêcherie langoustinière. Voilà pour cette présentation, et je laisse la parole à Sonia. Voilà, bonjour à tous. Donc moi, je suis en charge de l'analyse de ces données de sélectivité collectées dans le cadre du programme Redresse. Et comme a dit Thomas, je vais mettre le focus sur seulement deux des dispositifs qui ont été testés dans le cadre de ce programme. Je vais commencer par le gorget en maille carrée, dont Pascal a brièvement décrit les détails techniques. Pour savoir si un dispositif sélectif fonctionne, eh bien, on utilise le plus souvent la technique des chaluts jumeaux. Le principe consiste à avoir sur l'un des chaluts le dispositif sélectif, et sur l'autre chalut, on a le filet standard réglementaire que les professionnels utilisent classiquement. Donc ça, c'est le premier dispositif que je vais détailler, et je vais aussi parler du T90. Donc on a testé dans le golfe de Gascogne, dans la pêcherie poisson, un chalut équipé d'une rallonge et d'un cul en T90 de maillage 70 mm. De la même façon, on va comparer sa capture à celle d'un chalut standard que les professionnels utilisent. Donc on est dans le golfe de Gascogne, et dans le golfe de Gascogne, on a affaire à une pêcherie multispécifique. C'est-à-dire qu'on va rencontrer dans une même capture, dans un même trait, une très grande diversité d'espèces. Et ces espèces auront des caractéristiques différentes, qu'elles soient de forme ou morphologie différentes. Je pense à une sole et à un merlu, par exemple. On a affaire à un poisson plat, à un poisson rond. On va avoir des espèces dont les tailles commerciales sont aussi très différentes. Je pense à la langoustine dont la taille va être 9 cm alors qu'un merlu va être de 27 cm. Et on a aussi affaire à des espèces dont les comportements seront très différents. La langoustine va avoir un comportement relativement passif, alors que le maquereau, par exemple, pourra avoir une nage très active. Donc tout ça rend la sélectivité un petit peu complexe, parce que dans une même pêcherie, pour un même métier, il va falloir trouver les dispositifs qui vont le mieux répondre aux objectifs de sélectivité pour l'ensemble de ces espèces. Et on ne va pas avoir les mêmes questionnements, les mêmes objectifs pour chacune de ces espèces. On va d'abord s'intéresser aux espèces qui génèrent de forts taux de rejet.
D'accord. Donc l'objectif là, c'est bien de réduire ces rejets, ces prises accessoires, soit parce qu'on a affaire à des individus qui sont inférieurs à la taille commerciale, soit parce qu'on a affaire à des espèces qui n'ont pas d'intérêt commercial, ou bien des espèces pour lesquelles les pêcheurs n'ont pas de quota. Donc, ces trois catégories d'espèces peuvent générer des grosses quantités de rejets qu'on va chercher à diminuer grâce aux dispositifs sélectifs. Mais dans le même temps, on va aussi chercher à préserver la capture commerciale, c'est-à-dire limiter l'échappement par ces dispositifs sélectifs des espèces et individus de taille qui peuvent être commercialisés. Donc tout l'enjeu est là, trouver cet équilibre entre cette diversité d'espèces et réduire les rejets tout en préservant la capture commerciale. Alors, pour répondre à ces questions, savoir est-ce que ça fonctionne, ce qu'on a testé, le dispositif tel qu'ils vous ont été présentés ici par mes collègues, comment est-ce qu'on fait pour savoir si, oui ou non, eh bien, on a un effet positif sur la réduction des rejets, si on a, oui ou non, une préservation de la capture commerciale. La première chose, eh bien, c'est de le tester en mer, bien sûr, mais de le tester un grand nombre de fois. Il faut répéter les essais, les traits de chalut, parce que on observe une grande variabilité des captures. C'est-à-dire qu'on peut avoir une capture au cours d'un trait de chalut et la capture du trait suivant peut être le double, voire le triple ou moitié moins. Donc tout ça génère une grande variabilité qui rend les conclusions parfois difficiles à tirer de façon limpide. Donc ça, c'est la première chose. Vous avez sur la gauche une carte du golfe de Gascogne sur laquelle j'ai représenté les différents traits de chalut qui ont été analysés pour ces deux dispositifs dont je vous présente les résultats aujourd'hui. Donc voilà, ce programme Redress, entre autres, permet de multiplier les essais, et ça, c'est un point très positif pour la qualité de la donnée qui en sortira. La deuxième chose, on a dit il faut faire des traits, les multiplier, mais il faut aussi s'assurer que les traits qui sont réalisés, eh bien, ont bien capturé les espèces qui nous intéressent, entre autres celles que je viens de décrire tout à l'heure, être sûr qu'on les a de façon récurrente dans nos traits pour pouvoir déduire des tendances. Et aussi s'assurer que dans les captures, on ait bien une large gamme de tailles pour chacune de ces espèces, puisqu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans la fraction rejetée et la fraction débarquée. C'est-à-dire que si on ne pêche que des gros individus, eh bien on n'arrivera pas à savoir ce qui se passe au niveau des rejets, si oui ou non notre dispositif est efficace ou pas. Donc ça impose pas mal de contraintes au moment des essais et ce n'est pas tous les coups de chalut qui seront valides et validés pour pouvoir analyser ce type de données. En tout cas, le point positif, c'est qu'on a un très gros effort d'échantillonnage grâce à un observateur qui est totalement dédié à ça et qui fait un énorme travail. Donc, une fois qu'on a rempli toutes ces conditions, qu'on a un nombre de traits suffisant, qu'on a capturé les espèces auxquelles on s'intéresse, qu'on a une large gamme de tailles, eh bien, on va essayer de comparer ce qui se passe dans chacun des deux chaluts, c'est-à-dire le chalut sélectif sur lequel on a mis un nouveau dispositif et le chalut standard, le chalut que les pêcheurs utilisent de manière classique. On arrive donc au résultat du chalut équipé d'un maillage en T90. Et je vous présente ici sur ces deux diagrammes, à gauche les rejets, à droite les débarquements. À gauche, on a une petite boîte verte et une petite boîte rouge qui représentent un petit peu la dispersion des captures de rejets qu'on a dans chacun des chaluts. C'est-à-dire qu'en vert, on a les kilos de rejet par trait dans le chalut sélectif, en rouge, les kilos de rejet dans le moyen, dans le chalut standard. Donc ce qu'on observe à gauche, c'est qu'on a une réduction des rejets totaux dans le chalut sélectif par rapport au chalut standard. Donc de manière globale et en prenant toutes les espèces en compte,
Ici, on peut voir qu'on commence à avoir une différence qui devient significative, qu'on a réussi à atteindre ce premier objectif de réduction des rejets de manière globale. On va voir le détail tout à l'heure. À droite, c'est le même principe, mais sur les débarquements, c'est-à-dire la partie commerciale. En vert, la partie commerciale qu'on obtient dans le chalut sélectif, en rouge, dans le chalut standard. On voit que la boîte verte est inférieure à la boîte rouge, donc on a éventuellement une diminution de la capture commerciale. Par contre, on voit aussi que cette boîte rouge, elle est très large, et ça veut dire que d'un trait à l'autre, eh bien, on a d'énormes différences dans la capture débarquée, dans la capture commerciale. C'est ce qu'on appelle la variabilité. C'est ça qui fait que les conclusions ne sont pas toujours simples à tirer. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un grand nombre de traits pour voir réellement comment les débarquements se comportent et si oui ou non ils sont différents d'un chalut à l'autre. Donc ces deux diagrammes-là vous représentent les captures globales, toutes espèces confondues. Maintenant, on peut s'intéresser d'un petit peu plus près à la composition de ces captures, espèce par espèce, en tout cas pour les espèces les plus importantes, à la fois les espèces commerciales et les espèces qui représentent une part importante de la partie rejetée. Je vous ai mis en jaune, vert et rouge des petits indicateurs pour voir si en jaune, le petit indicateur signifie qu'on n'a pas atteint notre objectif. Quand on regarde les rejets, par exemple, on voit que pour la lotte, la cardine, les raies et le grondin, par exemple, eh bien, on n'a pas réussi à réduire de manière significative les rejets de la capture. Par contre, le petit smiley vert pour le merlu, la roussette et le taco indique que oui, visiblement, on a une différence significative entre les rejets observés dans le chalut sélectif et ceux observés dans le chalut standard. Donc, il semblerait que ce dispositif fonctionne bien pour le merlu, la roussette, le taco, beaucoup moins bien pour la lotte, la cardine ou le grondin. Ce qui, cela dit, est cohérent parce qu'on a parlé tout à l'heure des différences de morphologie, de comportement de ces espèces. La lotte, la cardine, qui sont des poissons plats et larges, sont peut-être moins adaptés. Enfin, le T90 est peut-être moins adapté à ce type de morphologie, alors que du poisson plus rond de type merlu, roussette ou taco va répondre de manière beaucoup plus favorable à ce type de dispositif et donc être plus efficace. Si on regarde les débarquements maintenant pour ce même dispositif, T90 Q plus rallonge, eh bien, on a en rouge, on observe un petit peu de perte commerciale pour deux espèces qui sont l'encornet et le rouget. Donc il est probable que ces deux espèces puissent s'échapper par ces maillages de T90. Et sinon, on n'observe pas de perte commerciale pour les autres espèces, bien que certaines moyennes soient inférieures, mais probablement inférieures due à une variabilité d'une capture à une autre, puisqu'il n'y a pas de raison qu'une grosse lotte s'échappe par un dispositif sélectif si une petite ne s'échappe pas. Donc, quand je disais que les résultats sont parfois difficiles à interpréter et à conclure, c'est entre autres à cause de ce type de phénomène, de la variabilité d'un trait à un autre. Je vous mets ici un exemple de distribution en taille, puisqu'on a vu tout à l'heure les différences en poids dans chacun des chaluts et pour chacune des fractions rejetées ou débarquées. Et maintenant, on peut regarder d'un petit peu plus près la distribution en taille et voir, vous avez ici en rouge les nombres d'individus observés par taille dans le chalut standard, et en vert en dessous le nombre d'individus par taille observés dans le chalut sélectif. Donc on voit qu'on a beaucoup plus de petits individus dans le chalut standard comparé au sélectif. La différence veut a priori dire que ces individus qui sont dans un chalut mais pas dans l'autre se sont échappés. Donc ici, on a de l'échappement jusqu'à 30-35 cm, on est sur le merlu.
Et après, cette différence entre les deux chaluts, si on part vers 35, 40 et plus, cette différence s'atténue. Et donc, on peut commencer à conclure qu'à partir de ces tailles, eh bien, les deux chaluts vont pêcher de manière semblable. Et donc, on n'a pas de perte à partir de ces grandes tailles. Toute la question ensuite est à partir de quelle taille ou jusqu'à quelle taille on peut accepter que les poissons s'échappent et ne soient pas retenus dans les nouveaux chaluts. Plus concrètement sur le terrain, eh bien, tout ce que je vous ai présenté sous forme de graphique, ça ressemble à ça. On a ici les rejets, c'est-à-dire qu'on a eu une capture, l'équipage a trié la capture, a mis de côté la capture commerciale, et voilà les rejets qui restent, avec d'un côté à gauche les rejets qui restent après le tri de la capture du chalut sélectif, et à droite les rejets qu'on observe avec le chalut standard. Donc là, on a une photo qui est assez limpide, hein. On voit clairement une différence de réduction des rejets globale qui correspond un petit peu au graphique que je vous ai montré tout à l'heure, vert et rouge. Après, eh bien, ce n'est pas le cas non plus de tous les traits de chalut. On a un petit peu un cas d'école sur cette figure. Et finalement, je vais terminer avec les résultats du gorget à maille carrée en T90 dans la pêcherie langoustinière qui visait à réduire les rejets de poissons dans la pêcherie de langoustines. Alors, là, on a une figure qui est très intéressante. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. À gauche, les rejets, vert sélectif, rouge standard. Sur les rejets, on observe une réduction des rejets dans le chalut sélectif. Donc, de ce point de vue-là, l'objectif est atteint ou presque. On peut toujours faire mieux, il y a toujours des rejets, mais on a une amélioration. Et à droite, on a les débarquements qui, a priori, semblent semblables d'un chalut à l'autre. Donc, pas de perte commerciale significative, en tout cas, dans le chalut équipé du gorget à maille carrée. Je reviens sur mon petit tableau qui détaille espèce par espèce. On voit ici qu'on n'a pas réussi à réduire les rejets de langoustines. On ne s'y attendait pas non plus, puisque le gorget à maille carrée ne cible pas spécifiquement la langoustine. Elle n'a pas un comportement qui fait qu'elle ira s'échapper par cette voie-là. Par contre, le poisson, type merlu, chinchard, merlan bleu ou taco, ont bien répondu à ce dispositif. Et même si on n'a pas de forte quantité de rejets, on voit avec la répétabilité des essais qu'on obtient une différence qui devient significative, donc une réduction intéressante de ces espèces qui sont rejetées. Et parallèlement, les débarquements, eux, n'ont pas été affectés, ni ceux de la langoustine, ni ceux des poissons type merlu ou lotte en cornet de taille commerciale. Donc on a là un dispositif qui semble assez intéressant, en tout cas pour les premiers essais qui ont été réalisés. Peut-être que Thierry, qui l'a essayé à son bord, pourra en dire deux mots d'ailleurs tout à l'heure.